que je voudrais vous faire aujourd'hui, c'est une petite présentation sur, je dirais, les aspects un peu plus scientifiques, mais nous le ferons en nous promenant à travers la science, sans aller trop en détail. Je ne vous parlerai pas d'équations, je ne vous parlerai pas de choses qui sont un peu rébarbatives. Je vais essayer de vous montrer en fait comment notre planète évolue et comment en réalité l'évolution de cette planète est aujourd'hui déterminée par l'activité humaine. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez dire très souvent qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique. Après l'Holocène, nous voilà dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, cette période géologique où, je dirais, l'évolution est déterminée par un certain nombre d'actions que l'homme a débutées. Alors, d'abord, effectivement, je voudrais vous montrer que la Terre est un système dynamique. C'est un système qui évolue par des fluctuations naturelles. Tu peux passer. Vous voyez ici, effectivement, une estimation de la température au cours des 100 000 dernières années, avec des fluctuations qui trouvent tout de même qui conduisent à des variations de température de l'ordre de 10 à 20 degrés. Et aujourd'hui, nous sommes dans une zone de température un peu exceptionnelle. Nous sommes en dehors des périodes glaciaires qui sont les plus fréquentes et les plus longues, avec une température qui est, je dirais, plus accueillante pour nos civilisations. L'humanité connaît depuis 10 000 ans un climat qui est relativement clément. Mais ce phénomène naturel est évidemment perturbé par l'existence de plus en plus importante d'une population. La population s'accroît rapidement et en même temps l'économie se développe, et peut-être une manière de voir l'économie qui est très sommaire, mais qui est tout de même assez visuel, c'est de regarder de l'espace l'illumination des régions. Et vous voyez évidemment les zones comme l'Amérique, la partie est de l'Amérique, l'Europe, l'Asie, mais aussi de plus en plus l'Amérique du Sud et une partie de l'Afrique qui sont en train de changer, de se développer. Donc nous sommes dans une situation de profonde transformation. Et si nous regardons ce qui s'est passé depuis 50 ans, nous voyons que la population humaine est passée de 2 à 7 milliards, que l'activité économique qu'on peut quantifier a augmenté ce qu'on pourrait appeler d'un facteur 10, que l'entreprise humaine est beaucoup plus interconnectée qu'elle ne l'était dans le passé, avec la mondialisation, la globalisation de l'économie, mais aussi des flux très importants, des flux d'informations, des flux de personnes, de migration en particulier, des flux de produits et même des flux de maladies qui se propagent à travers la planète. Et en fait, en même temps, pour que tout cela puisse se produire, on assiste à une intensification et une diversification de l'utilisation des sols, c'est-à-dire le développement d'un certain type d'agriculture qui est quasiment industrielle. On voit également les progrès de la technologie. Tout cela a conduit à des changements dans ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques, par exemple le cycle du carbone, on en parlera tout à l'heure, mais aussi dans les processus hydrologiques. La planète évolue fortement par les flux d'eau qui se produisent, mais qui se modifient. La qualité de l'air, la pollution de l'air en particulier, la qualité de l'eau et même la dynamique des paysages. Alors vous voyez ici représenter ces évolutions. Vous voyez ici, c'est une échelle logarithmique, mais vous voyez l'évolution de la population avec des transitions qui ont toujours été liées, je dirais, à la manière dont les sociétés évoluent avec l'agriculture qui s'est développée, la partie industrielle qui s'est développée. Mais alors, il y a aussi un certain nombre de choses qui se produisent. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes entrés dans une vague de plus en plus accrue d'urbanisation. La planète devient une planète urbaine, certainement
en Europe où une large fraction de la population vit dans les villes, mais ce phénomène se multiplie et s'étend à d'autres continents et vers l'an 2100, à peu près 80% des gens devraient vivre dans une ville, des villes qui peuvent être grandes, aussi des villes de taille moyenne. L'éducation, évidemment, a aussi évolué, et puis un fort changement dans la manière dont nous utilisons l'énergie primaire. Alors voilà un tableau ici qui... Vous verrez quelques tableaux en anglais, je m'en excuse, je n'ai pas pu tout traduire, mais vous voyez ce qui se passait en 1800, vous voyez ce qui se passe en l'an 2000, vous voyez le facteur multiplicatif. Prenez simplement les émissions de CO2, eh bien, les émissions ont augmenté d'un facteur 20, même si le produit intérieur brut a augmenté, lui, bien davantage. Alors, la population, donc à peu près 80% de la population vivra en zone urbaine. Ça va évidemment changer fortement notre manière d'évoluer. Et en réalité, vous pouvez faire un petit calcul. Si la population d'ici 2100 augmente de 3 milliards à peu près, et si l'on suppose que cette population est dispersée dans des villes d'environ 1 million d'habitants, eh bien, pour absorber cet accroissement de population, il faudra créer 3200 villes d'ici 80 ans, et donc pratiquement une nouvelle ville tous les 10 jours, une nouvelle ville d'1 million d'habitants tous les 10 jours. C'est simplement pour vous donner une idée de l'ampleur des transformations qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui. Évidemment, il y a des conséquences. La pollution de l'air et la santé deviendront des questions de plus en plus importantes si nous ne prenons pas garde et si nous ne changeons pas notre mode de vie et en particulier notre mode d'émission. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on parle de 7 millions de personnes dont la vie est raccourcie à peu près en moyenne de 1,8 années, donc presque 2 années, en moyenne dans le monde. C'est 10 ans en Inde, c'est moins dans nos pays. Mais donc, 7 millions d'habitants dans le monde meurent prématurément des conséquences de la pollution de l'air. Et même si l'on a fait des progrès, le problème de la pollution de l'air est aujourd'hui le problème de l'environnement qui tue le plus et qui doit donc être résolu, en particulier dans les pays comme l'Asie et aujourd'hui de plus en plus aussi dans les zones urbaines d'Afrique qui se développent. Alors voilà, par exemple, puisque nous allons parler de l'océan, il y a une source de pollution de l'air dans l'océan, ce sont les bateaux. Vous voyez ici, de temps en temps, les bateaux émettent des quantités considérables de particules, mais aussi de CO2. Et vous voyez aujourd'hui, par exemple, les sources d'émissions de CO2 sur l'océan à l'échelle mondiale. On va regarder un peu plus près ce qui se passe en Europe, et on voit évidemment les grandes trajectoires des bateaux, mais il y a aussi, pas seulement sur la mer, mais aussi à l'intérieur des terres, sur les rivières, des émissions par les bateaux qui sont importants. Et pour vous donner une idée oui, voilà, ici, ceci vous montre en réalité, il ne s'agit non pas du CO2, mais ici des oxydes d'azote, qui est une autre forme d'émission par les voitures, par l'industrie, mais aussi par les bateaux. Vous voyez que par satellite, on mesure l'oxyde d'azote, qui est vraiment un indicateur de la pollution. Vous voyez d'ailleurs beaucoup de pollution dans certaines villes. Vous voyez les villes ici, voilà Moscou. Ici, c'est la Belgique, la Hollande, une partie de l'Allemagne, l'Angleterre. Vous voyez Madrid, vous voyez ici dans la région du Caire. Mais vous voyez aussi les bateaux, les trajectoires des bateaux, notamment ici en Méditerranée. C'est une source importante. Ce n'est pas simplement une source à l'intérieur ou, je dirais, sur les mers, c'est aussi une source dans les ports. Et voilà, par exemple, les émissions par les bateaux de croisière, qui sont souvent une nuisance importante. Vous voyez en rouge leurs émissions dans les ports. C'est ici les émissions de soufre. C'est donc une source de particules dans l'atmosphère, par les bateaux en rouge et par les voitures dans la ville en question en jaune.
On parle toujours des émissions de voitures, sont très importantes, mais regardez les émissions des bateaux, ce n'est certainement pas négligeable, c'est une source qui est dominante à Barcelone ou à Venise, par exemple. Regardez à Venise ce qui se passe. Voilà. Donc, la pollution de l'air est un aspect important. On va continuer pour dire qu'évidemment, un autre aspect de la modification du système terrestre, ce sont les changements dans l'utilisation des sols, le développement agricole qui est justifié souvent par la nécessité de produire assez de nourriture que pour, je dirais, nourrir la population entière. Mais si vous regardez les sols, vous voyez qu'aujourd'hui, la morphologie du sol est tout à fait différente de ce qu'elle était dans le passé. Et ça a une influence sur le climat, parce que, d'une part, la réflectivité des sols, qui réfléchit une partie de l'énergie solaire, est modifiée, mais les émissions aussi d'un certain nombre de constituants chimiques ne sont plus les mêmes, et tout cela a un impact à la fois sur la qualité de l'air. L'agriculture est une source importante de pollution de l'air. On n'ose pas trop le dire parce que les agriculteurs n'aiment pas entendre cela, mais c'est une réalité, et c'est aussi évidemment une source de transformation du climat. Et puis, il y a, et vous en entendrez parler par des spécialistes bien meilleurs que moi, il y a ce que j'appelle ici le déclin de la nature, c'est-à-dire essentiellement la biodiversité qui est en recul à l'échelle globale et à un taux que nous n'avons jamais connu dans l'histoire. Le taux d'extinction des espèces s'accroît et je suis sûr que d'autres en parleront un peu plus tard. Alors, donc, la santé des écosystèmes, dont il faut tout de même se rappeler que ces écosystèmes nous donnent un service à l'humanité, les êtres humains et toutes les autres espèces en dépendent, se détériorent, nous abîmons les fondements même de nos économies, qui est la nature, les moyens de subsistance, de notre approvisionnement en nourriture, de notre santé, de notre qualité de vie. Environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées actuellement, certaines dans les prochaines décennies. Et puis, il y a le problème de l'eau, qui est un problème important à l'échelle de la planète. C'est déjà souvent un problème, mais vous verrez que les modifications du climat auxquelles on s'attend vont réduire fortement les précipitations, notamment dans les régions de la Méditerranée, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le sud de la France, mais aussi le nord de l'Afrique. Et donc l'accès à l'eau sera un problème au cours du XXIe siècle. Alors, il y a cette notion que l'on présente souvent aujourd'hui, qu'on appelle la grande accélération, parce que ces changements ne sont pas produits, je dirais, de manière graduelle, régulière. Et vous voyez par exemple ici les émissions de CO2 entre 1900 et à peu près la période actuelle. Vous voyez que d'une part, il y a une émission qui était importante en 1900, qui était l'utilisation des terres, l'agriculture, mais c'était alors de plus en plus dominé par l'utilisation des matières fossiles, par l'industrie. Et vous voyez qu'il s'agit d'une véritable accélération qui peut-être se marque surtout à partir de 1950. Alors je vais vous montrer encore d'abord, si vous regardez l'entreprise humaine, et vous avez tout un tas d'indicateurs qui sont ici la population, le PIB, les investissements étrangers, la population urbaine, l'utilisation d'énergie primaire, l'utilisation des engrais, la création de barrages, l'utilisation de l'eau, de papier, le transport, les télécommunications, le tourisme international. Vous voyez qu'en réalité, la courbe n'est pas linéaire, elle est exponentielle, et c'est vraiment vers 1950, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on voit une inflexion dans ces courbes d'évolution de l'entreprise humaine, et du coup aussi des impacts qui peuvent être les émissions de CO2, les émissions des autres gaz à effet de serre comme l'hémioxyde d'azote, le méthane. Vous voyez aussi la destruction d'ozone qui s'est accrue aussi à partir de 1950 à la suite de l'utilisation de plus en plus importante des chlorofluorocarbures, la température de surface. On a parlé tout à l'heure de l'acidification de l'océan. Il y en a d'autres liées
à l'aquaculture, par exemple, aussi, par exemple, la présence d'azote dans les régions côtières, qui découle essentiellement de l'utilisation des engrais et qui détruisent aujourd'hui de manière importante nos zones côtières, avec, je dirais, de l'azote de plus en plus abondant dans l'eau de mer et une disparition de la vie aquatique dans ces régions. Il y a donc tout un tas d'indicateurs qui montrent cette grande accélération. Alors, on va passer à la suivante. Donc, en 2050, si l'on prend ce moment, qui est donc un siècle après le début de cette grande accélération, nous aurons 7 milliards d'habitants, nous produirons 6 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, si rien ne se fait, 60 millions de tonnes de gaz de polluants dans les centres urbains. Nous utiliserons à peu près 30% des ressources d'eau douce et qui seront donc utilisées par l'activité. Nous détruirons une partie importante de nos forêts et la population, je le disais, vivra de manière très importante en zone urbaine. 25% de ces villes se trouvent dans des zones sismiques, ce qui est évidemment un risque. 2% dans des régions côtières, mais des régions côtières qui sont situées à moins d'1 mètre au-dessus du niveau des mers. C'est bien plus si l'on regarde un peu plus que 1 mètre. Alors, tout cela, toute cette société qui se transforme, ne se transforme pas de manière uniforme dans le monde, ou de manière très égale. Voilà par exemple aujourd'hui la nourriture qui est absorbée par une famille. Je crois que c'est pendant 1 mois. Voici ce qui se passe en Allemagne. Voilà ce que la famille, en général 2 enfants, voilà ce qu'ils mangent pendant 1 mois. Vous voyez qu'il y a quelques bouteilles de bière aussi, on est en Allemagne. En Italie, c'est un peu différent. Le type de nourriture est beaucoup plus méditerranéen. Je ne vois pas de bière, mais je vois des jus. Je vois aussi du Pepsi là dans le fond. Voilà la famille qui a un peu plus d'enfants qu'en Allemagne. Mais ici, elle aura dépensé 500 $. Ici, c'est 260. Je crois que c'est en fait une semaine de nourriture. Les Allemands mangent beaucoup. En Équateur, c'est beaucoup moins, la famille est plus grande, il y a moins à manger, 31 $, et au Tchad, on parle de 1 $. Il y a donc des inégalités importantes, et on peut regarder d'ailleurs ces inégalités, l'évolution de ces inégalités. Ce qui est intéressant, c'est que ça dépend des cultures. Et même dans les pays, je dirais, qui ne sont pas les pays en développement, il y a de fortes différences qui se passent. Voilà ici, par exemple, les pays de langue anglaise. Donc vous voyez là les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Irlande et l'Australie. Et cette courbe vous donne une idée des inégalités. C'est la partie de la population qui possède 1% de la richesse nationale ou quelque chose comme ça. Vous voyez que les choses s'étaient améliorées pendant un certain temps, mais depuis à peu près 1970, les inégalités reprennent dans ces pays. Alors que si vous allez dans d'autres pays, les pays européens, vous voyez l'Allemagne, la France, la Suède, le Danemark, les pays nordiques, et aussi d'ailleurs le Japon, vous voyez une diminution des inégalités qui s'est produite. C'est donc un problème intéressant parce que ça se passe différemment selon les cultures, et les gens ne savent pas ça en général. Alors on peut regarder, est-ce que c'est important, ces inégalités, ou bien est-ce uniquement un problème politique dont on aime discuter parce que problème de justice. Est-ce que cela a une conséquence? Eh bien, regardons le cliché suivant. Le cliché suivant vous donne un indice qui est établi par des chercheurs, des économistes ou des gens qui font des sciences sociales. Et on représente ici l'indice de santé de la société ou l'indice sociaux qui tiennent en compte la longueur de vie, le niveau d'éducation, la mortalité, les homicides, l'emprisonnement, etc., les maladies mentales, la mobilité sociale, et cela en fonction des inégalités. Et vous voyez, ici, c'est les inégalités qui sont basses, ici sont les inégalités qui sont élevées. Et vous voyez que cet indice de problèmes, en réalité, sociaux,
de santé s'accroît fortement avec les inégalités. Donc un pays comme les États-Unis, qui sort de la zone de la courbe, qui comporte beaucoup d'inégalités financières entre les gens, ont aussi le taux, le moins bon taux d'indice je dirais, de bonheur social et de santé. La France est au milieu ici à peu près. Les pays qui sont ici, qui sont dans la meilleure situation, sont en général les pays nordiques. Donc, ce problème d'inégalité a une importance sur la manière dont nos sociétés se développent. Et d'ailleurs, il faut faire attention en général parce qu'on vous montre le PIB, le produit intérieur brut, en fonction du temps, et on vous montre qu'il augmente. Évidemment, il augmente parce que chaque fois que l'on développe des initiatives, des activités, on le fait monter. Mais ce qu'on ne vous dit pas là-dedans, c'est dans quelle mesure ces initiatives sont de nature à aider la société. Si vous construisez des prisons, ça va augmenter le produit intérieur brut. On travaille, on met des briques, on emploie des gens, mais est-ce que cela va être un indice de, comment dirais-je, qui est véritable, eh bien, on a maintenant un autre indice qui est l'indice de produit non plus intérieur brut, mais l'indice de produit véritable, c'est-à-dire ce qui sert à la société. Et là, vous voyez qu'en réalité, on n'a pas progressé énormément depuis, je dirais, les années 50 ou 60. Donc, on va alors évoluer pour introduire et placer tout cela dans le changement climatique et plus ou moins, plus exactement, la manière dont notre société va devoir d'abord se rendre compte qu'il y a un problème important pour son avenir. Bon, le résultat de l'activité humaine que je vous décrivais, c'est d'abord un réchauffement de la planète. Un réchauffement, ceci c'est la température moyenne depuis 1880 jusqu'à peu près aujourd'hui. Et vous voyez qu'aujourd'hui, notre réchauffement, non pas même par rapport au début des années 1900, mais même, je dirais, le point zéro, on le place plutôt ici, vous voyez qu'on est arrivé à peu près à 1 degré de réchauffement. Un peu plus d'1 degré de réchauffement aujourd'hui. Ce n'est pas négligeable, 1 degré, mais c'est évidemment moins que ce que l'on prévoit pour le futur. C'est un début, et évidemment, la courbe ne semble pas arriver à un maximum, elle semble continuer, et en réalité, n'a pas encore les valeurs pour cette année, mais on serait évidemment dans la tradition actuelle de réchauffement accéléré. Donc, c'est un indice. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas l'indice principal. La température, c'est un élément. C'est un élément qui est utile pour attirer l'attention des hommes politiques en particulier, parce qu'on leur donne une valeur, c'est simple, c'est direct. On leur dit il fait plus chaud. Alors, dans certains pays, on dit c'est très important, il fait plus chaud. Dans d'autres pays, on dit il fait un peu plus chaud, c'est pas très grave. En réalité, ce qui est beaucoup plus important, c'est de regarder les changements dans les précipitations, parce que si demain il arrête de pleuvoir dans des zones où l'agriculture est importante, là, ça va faire évidemment un effet important. C'est aussi de voir les événements extrêmes qui se multiplient et qui, eux, vont avoir évidemment des conséquences directes sur les gens. Donc, un des problèmes de communication que nous avons, nous, comme chercheurs, c'est la nécessité de donner des informations qui sont en réalité simples, que les hommes politiques peuvent comprendre, mais c'est aussi de dire qu'il n'y a pas que cela. Il y a des phénomènes qui vont toucher les gens bien davantage qu'1 degré de différence. Alors, passons au cliché suivant. Question qui se pose souvent est, est-ce que vraiment le climat a changé? Parce que, bon, très bien, il fait un peu plus chaud, mais est-ce le seul indicateur des changements climatiques? Eh bien, ici, vous avez toute une série d'indicateurs qui sont indiqués. D'abord, vous retrouvez ici l'augmentation de la température. Ça, c'est au-dessus des continents. Ça, c'est la température de l'océan, de la surface de l'océan, qui, elle aussi, a augmenté. Puis, vous avez l'air au-dessus des océans qui a augmenté. Vous avez
le niveau des mers qui a augmenté, qui est une conséquence directe de l'augmentation de la température de l'eau. Vous pouvez voir d'autres choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que la haute atmosphère, la stratosphère, elle se refroidit. Et ça, c'est tout à fait clairement expliqué, parce que finalement, nous avons du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, c'est comme une couverture qui tient la chaleur à basse altitude et qui laisse la stratosphère se refroidir au-dessus de cette couverture. Et c'est d'ailleurs une preuve que ce n'est pas le Soleil qui nous réchauffe, c'est effectivement le CO2 qui nous réchauffe, car si c'était le Soleil, la stratosphère devrait elle aussi se réchauffer. Alors on voit ce qui se passe dans l'Arctique, on voit la diminution de la masse des glaciers, et on voit aussi d'ailleurs ici le contenu de chaleur de l'océan qui a augmenté. Donc tout un tas d'indicateurs aujourd'hui sont là, ce sont des observations qui sont faites jour par jour par les services météorologiques ou par les services océanographiques ou par d'autres services qui nous montrent que, de manière indéniable, il y a un changement qui se produit, le climat change. Alors que va-t-il se passer dans le futur? Eh bien, nous ne le savons pas, parce que nous ne savons pas combien de gaz à effet de serre nous allons émettre dans le futur. Ça dépend de l'économie, qui n'est pas vraiment prévisible, ça dépend de la population, ça dépend de la volonté politique de laisser les choses continuer en un certain business as usual, comme nous disons, c'est-à-dire sans prendre aucune mesure. C'est vers cette direction-là que nous allons actuellement, ou bien il y a une volonté politique, il y a une volonté industrielle, il y a une volonté des nations de limiter les émissions, et alors on émettra moins de CO2 et moins de gaz à effet de serre. Donc, nous, scientifiques, comme nous ne savons pas ce qui va se passer de manière précise, nous faisons des calculs basés sur des scénarios possibles. Et là, vous voyez ici, donc, pour la quantité de CO2, on commence ici en l'an 2000 et nous allons aller jusqu'à 2300, car souvent vous entendez ce qui se passe en 2100, à la fin de ce siècle, mais les choses vont continuer après, tout ne va pas s'arrêter en 2100. Et donc vous voyez ici 4 scénarios. Nous allons en considérer essentiellement 2 dans la suite. Un premier scénario qui est le business as usual, c'est-à-dire suivant la courbe qui est à peu près celle que l'on suit aujourd'hui et qui va continuer et arriver à peu près à cette valeur élevée, où là il y aura, on suppose, une certaine stabilisation. L'autre scénario, c'est un scénario volontariste, c'est-à-dire une décision qui consiste à dire « nous ne voulons pas que le réchauffement dépasse 2 degrés ». Ça, c'est une décision politique. Pas plus de 2 degrés. On est déjà à plus d'1 degré aujourd'hui, mais nous ne voulons pas passer au-delà d'un réchauffement de 2 degrés. À ce moment-là, nous devons limiter les valeurs d'émissions de CO2 et nous allons supposer que dans ce cas-là, on les limite de manière telle qu'on suit la courbe que vous ne voyez pas très bien ici, qui est en bleu clair et qui est celle-là. Nous allons regarder ce qui se passe en suivant ces 2 scénarios d'émissions. Alors voilà d'abord comment la température moyenne, cet indicateur que nous aimons communiquer aux hommes politiques, va se projeter dans le futur. Ça, c'est le passé. Ici en jaune, vous voyez qu'on commence ici à peu près en 1850 ou quelque chose comme ça. La température a augmenté à partir, vous voyez très bien ici, 1950, la grande accélération. On est arrivé à peu près ici en l'an 2000 et puis on doit se baser sur des scénarios. Alors voilà le scénario 8.5, catastrophe si vous voulez, mais pas très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis le scénario 2 degrés, le voilà, il est ici, et vous voyez que par rapport à ce point qui est à moins 1 degré, ici on est à 1 degré, donc ça c'est 2 degrés de changement, on y arrive plus ou moins si l'on suit la courbe de CO2 bleu clair que je vous ai montré précédemment. Mais si l'on laisse aller les choses, on va plutôt se diriger probablement sur ce scénario qui va nous conduire en 2300 à un réchauffement global de la planète de 8 degrés,
ce qui évidemment est énorme et va complètement bouleverser, si ça se passe, notre civilisation. En l'an 2100, ici on est à peu près à 2 degrés, là on est à peu près à 4 degrés. Donc on vous dit, ouais, le scénario business as usual, c'est 4 degrés. Oui, c'est 4 degrés en 2100, mais c'est beaucoup plus tard, pour les petits enfants que nous aurons. Donc vous voyez qu'il y a là un champ important, mais que nous devons essayer de rester sur la courbe de 2 degrés de réchauffement, et nous allons voir comment on peut y arriver un peu plus tard. Alors ça, simplement, ça vous montre la distribution des changements de température, ici en haut, pour ces 2 scénarios. Le scénario à 2 degrés et le scénario catastrophe. Je vais l'appeler le scénario catastrophe. Vous voyez le réchauffement de température. Vous voyez d'abord que le réchauffement n'est pas uniforme, qu'il est en général plus important sur les continents que sur l'océan, mais surtout qu'il est beaucoup plus important dans les régions polaires, nord et sud, que par exemple aux latitudes moyennes ou aux tropiques, ce qui veut dire qu'en réalité, on sait pourquoi ça se passe, c'est parce que la glace fondant, il y a de moins en moins de glace pour réfléchir la radiation solaire, qui est donc de plus en plus absorbée dans ces régions, et cela conduit à une augmentation, une suraugmentation de température. Voilà ici le changement des précipitations qui est prévu par ces modèles. En réalité, ce que vous voyez là, ce n'est pas un modèle, parce qu'on peut toujours se dire un modèle, ça ne marche pas toujours très bien. C'est en réalité une moyenne d'une vingtaine ou une trentaine de modèles qui sont développés par des centres de recherche, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Chine. Partout, on développe aujourd'hui de ces gros modèles qui sont réalisés, si vous voulez, sur des grosses machines, des gros ordinateurs, des super machines. Mais ce que vous voyez, par exemple, regardez ici, ce qui est en jaune, ce sont des valeurs négatives des précipitations. Donc, il pleuvra moins dans les régions jaunes. Et vous voyez, en ce que je vous disais tout à l'heure, la Méditerranée, le nord de l'Afrique, le sud de l'Europe risquent de faire l'objet d'une sécheresse de plus en plus marquée. Et ça aura des conséquences importantes pour les gens. Alors, il y a d'autres projections que l'on peut faire. En voilà une qui vous montre, par exemple, la surface de la glace en millions de kilomètres carrés. En 1950, on a à peu près 7. Voilà l'évolution passée. La ligne vous montre la différence entre le futur et le passé. Ça, la courbe vous montre, c'est la moyenne de 39 modèles qui montre bien, et ce que l'on observe, c'est ce qui est en gris ici. Et puis, vous regardez le futur. Alors, il y a 2 scénarios. Il y a le scénario 2.6, celui qui va nous laisser à 2 degrés et pas au-delà de réchauffement, mais tout de même, la glace va être réduite. Et puis, vous avez le scénario 8.5, le scénario catastrophe. Dans ce cas-là, 37 modèles, ici 29. Et là, vous voyez que la glace, vers 2060-2070, disparaît totalement de l'hémisphère nord. La glace de mer, en septembre, disparaît complètement. Le niveau des mers, et là aussi, nous allons regarder les 2 scénarios. Donc, même le scénario 2.6, qui est le scénario acceptable, va faire en sorte que la montée des eaux sera de l'ordre, en 2100, de 40 cm. Et si nous allons dans le scénario plus catastrophe, le résultat sera à peu près de 70 ou 80 cm. Mais ce qui est important de voir, c'est que les courbes n'ont pas l'air de saturer. Ça va continuer, même si on a arrêté les émissions de CO2. En réalité, il va falloir à l'océan, je vous montrerai tout à l'heure, un certain temps pour, je dirais, absorber la chaleur et la disperser dans le système terrestre. Il faut un certain temps à la glace aussi pour fondre. Et donc, les réponses aux activités humaines actuelles se manifesteront, non pas dans 10 ans, mais se manifesteront dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et si demain tout le Groenland venait à fondre, cette courbe monterait jusqu'à peu près 7 mètres.
et encore bien davantage si l'Antarctique se mettait à disparaître. Alors, je vous ai indiqué, voilà que nous avions quelques indicateurs intégraux qui montrent ce qui se passe sur l'ensemble de la planète, mais il faut aussi comprendre que la Terre est un système complexe. C'est par là que j'ai commencé tout à l'heure, et que même en l'absence d'activité humaine, les indicateurs évoluent. Voilà ici, par exemple, la température depuis les 400 000 dernières années. Comment connaît-on l'évolution de la température? Par l'analyse essentiellement de carottes de glace que l'on prend en Antarctique ou en Arctique ou dans les glaciers. On arrive à dater la glace. La glace s'est accumulée et donc celle qui est dans le bas est une glace qui est là depuis longtemps. On peut faire une analyse isotopique de la glace qui nous donne une idée de la période qui correspond à la formation de cette glace. Et puis, il y a des petites bulles à l'intérieur de la glace. On peut analyser la composition chimique de l'air et en particulier les quantités de CO2. Et donc, en réalité, je remontre ici simplement la période actuelle qui n'est pas glaciaire. Vous voyez que les périodes glaciaires sont ici. Et en fait, nous pouvons faire un petit zoom sur cette région. La voilà. Donc, vous voyez ici maintenant, c'est l'évolution depuis 100 000 ans, je crois. Ça, c'est les dernières 10 000 années. Nous sommes dans l'Holocène, donc, où la température est, je dirais, relativement clémente. Elle était de 8 degrés à peu près plus froide à ce moment-là, il y a 20 000 ans. Et voilà maintenant les valeurs ici depuis 2000 ans à peu près. Vous voyez qu'en fait, dans l'Holocène, il y a un très léger refroidissement, ce que nous semble indiquer les observations que l'on a faites, mais depuis 1850, on voit la marque, la signature des hommes. Et puis on peut regarder ce que nous disent les modèles dans le futur. Je remontre donc le passé. Vas-y. Voilà le réchauffement qui est prévu. On ira de 2 degrés si les choix politiques sont réalisés, mais on pourrait aller peut-être bien davantage. Ici, nous sommes dans la zone qui est inéluctable, celle où on a déjà réalisé la perturbation que nous ne pouvons plus arrêter. Et puis, si l'on arrive ici à des températures nettement plus élevées, ce sont les projections du GIEC, le système terrestre, peut-on se poser comme question, basculera-t-il dans un autre état? Serons-nous dans un autre type de civilisation? Y aura-t-il dans le système des mécanismes d'amplification que nous n'avons pas connus, ou peut-être des phénomènes de stabilisation? Je vais vous montrer un exemple de ces rétroactions qui existent, et aussi de l'apparition de points de rupture qui font en sorte que brutalement le système passe dans un autre état. Alors, oui, on va passer ça, parce que ça ne fait que répéter. Ah oui, je n'ai pas ici. Bon, je vous montrerai plus tard, probablement, ces phénomènes de rétroaction, mais un bon exemple, c'est évidemment la vapeur d'eau. Quand vous réchauffez l'atmosphère à cause du CO2, vous augmentez l'évaporation, il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc amplifie considérablement le réchauffement, accroît donc l'évaporation encore davantage, ce qui conduit à un réchauffement. Donc ça, c'est un exemple de rétroaction positive. Les modèles prennent ce genre de rétroaction en compte. La fonte de la glace en est un autre. Vous réchauffez, la glace fond. L'albédo, c'est-à-dire la réflectivité du sol, diminue. Il y a plus d'énergie solaire qui est absorbée par le système. Il fait davantage chaud. Puisqu'il fait davantage chaud, on fait fondre davantage de glace et le phénomène s'emballe. Y a-t-il d'autres processus qui pourraient nous faire emballer? Eh bien, ça, c'est évidemment une question intéressante. Et un certain nombre de personnes pensent que, en particulier, par exemple, la réaction de la biosphère qui va relâcher des quantités. Si vous détruisez, par exemple, la forêt amazonienne, vous allez
rajouter dans l'atmosphère des quantités importantes de CO2 qui vont être plus importantes que celles qui proviennent de l'activité humaine et en réalité faire basculer le climat vraiment dans un autre état. Donc tous ces phénomènes ne sont pas nécessairement très bien connus. Alors, l'océan. Disons un mot sur l'océan parce que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, l'océan est évidemment une partie tout à fait importante du changement climatique. C'est le régulateur en réalité du changement climatique. Alors, il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte. Il y a d'abord l'augmentation du CO2 et l'impact du CO2 atmosphérique sur l'eau de mer, sur l'océan. Vous voyez d'ailleurs ici un certain nombre d'effets. En particulier, vous voyez par exemple que l'acidité de l'océan va augmenter. C'est un effet direct du CO2 plus abondant dans l'atmosphère. Vous allez aussi évidemment voir que les changements climatiques qui se manifestent alors par des changements de température vont avoir des effets notamment sur les glaces, faire fondre des glaces, l'expansion thermique de l'océan, d'un océan qui devient plus chaud, avec évidemment une augmentation du niveau des mers. Oui, tout ça est indiqué ici. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le réchauffement de l'océan va conduire à une plus grande stratification de l'océan, et donc moins d'échanges entre l'océan de surface et l'océan profond, et créer une absence d'oxygène à plus grande profondément dans l'océan, avec des impacts sur la vie océanique. Des changements de salinité aussi, parce que si la glace fond, la glace, ce n'est pas de l'eau salée, c'est de l'eau non salée, pure, qui vont donc réduire la salinité. Donc il y a tout un tas de choses qui vont se produire et qui auront finalement un impact sur la vie marine, sur la biologie marine. Alors, regardons quelques-uns de ces effets. D'abord, l'effet du réchauffement des océans et l'augmentation des niveaux de CO2 dans l'atmosphère. Donc, si l'océan est plus chaud, il y aura une dilatation thermique. L'eau va se dilater quelque peu, ce qui implique évidemment une élévation du niveau des mers. Il y aura aussi, s'il fait plus chaud, une augmentation d'évaporation qui va évidemment changer le cycle hydrologique et en particulier les précipitations qui en général seront plus élevées, mais pas partout, car je vous ai montré qu'il y aura des zones comme la Méditerranée où au contraire les précipitations seront réduites, il y aura en général plus d'orages sur les terres. La fonte des glaces de mer entraîne une diminution de la salinité, je vous le disais à l'instant, des perturbations régionales mais aussi globales de la circulation des courants océaniques, et puis l'absorption du CO2 par les océans conduit à l'acidification des océans, menace l'ensemble de la chaîne alimentaire des pêcheries marines. Suivante. Alors, un autre aspect très important, c'est que l'océan est en fait un réservoir à chaleur. Quand nous créons un réchauffement par augmentation du CO2 dans l'atmosphère, la chaleur qui en résulte va à 80% dans l'océan. Et vous voyez ici d'ailleurs, depuis 1960, l'augmentation du contenu en chaleur, en rouge ici c'est le continent et l'atmosphère et la glace, mais ça ici c'est la quantité de chaleur qui est retenue dans l'océan. 80% de la chaleur produite par l'effet de serre se retrouve dans l'océan. L'inertie de l'océan, l'inertie thermique de l'océan, va faire en sorte que l'impact, notamment sur la température moyenne, mais aussi sur le climat en général, va se produire lentement. Il y aura donc une espèce de retard dans l'impact des effets que nous créons, parce que l'océan est un faiseur d'inertie, il va ralentir les processus, et donc les actions que nous prenons aujourd'hui se manifesteront beaucoup plus tard dans les décennies à venir. Et donc si demain on arrêtait les émissions de CO2 complètement, la Terre continuerait à se réchauffer pendant probablement 1 ou 2 siècles pour tenir compte de cette inertie de l'océan créée par le système océanique. L'océan est aussi une pompe à carbone, heureusement,
mais aussi avec un danger, je dirais heureusement et malheureusement. Heureusement parce que quand nous rejetons dans l'atmosphère une quantité de CO2, celle qui va créer l'effet de serre, à peu près la moitié reste dans l'atmosphère et l'autre moitié disparaît dans l'océan d'une part et dans la biosphère terrestre d'autre part. C'est le cycle du carbone. Environ 30% des émissions anthropiques du CO2 passent dans l'océan. Et donc, ça va limiter l'effet de serre. Mais ça va augmenter aussi la quantité de carbone qui entre dans l'océan. Et vous savez que le carbone se dissout dans l'eau, le CO2 se dissout dans l'eau, et donc, par des processus de solubilité, nous allons avoir une augmentation du carbone dans l'océan, c'est-à-dire finalement une source d'acidification. Et donc, ça, c'est évidemment indésirable, même si ça nous réduit un peu le CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir que ce processus de solubilité est un processus dans l'océan de surface, et qu'en réalité, les carbonates qui sont formés vont être utilisés par la biologie marine, par exemple les carapaces des animaux, etc. Et puis les animaux en mourant vont faire en sorte que ces carapaces vont tomber lentement vers les eaux profondes. Et donc, nous avons une véritable pompe à carbone. Une grande partie du CO2, mais il faudra du temps, se retrouvera sur la surface, dans le fond de l'océan. Donc, mais le pH va augmenter, le pH va diminuer, l'acidité va augmenter. Et donc, nous en parlerons dans un instant. Alors, la hausse du niveau des mers, la mer monte à peu près de 1,7, disons 2 mm par an, depuis le début du XXe siècle. D'une part, cette hausse est liée à la dilatation de l'eau de mer, c'est la plus grande contribution qui est liée à l'augmentation de la température des océans, et puis deuxièmement, la fonte des glaces, calottes polaires, etc., qui amènent de l'eau douce à l'océan et donc qui changent la salinité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2100, nous serons à peu près entre 25 et 80 cm, c'est presque 1 mètre d'augmentation du niveau des mers, et ça c'est le niveau moyen. Il y a des zones où ce sera plus, il y a des zones où ce sera moins. Et puis imaginez quand il y aura des tempêtes et des choses comme ça, en partant déjà à des valeurs relativement élevées du niveau des mers, les effets seront importants pour les régions côtières. On devra augmenter les protections côtières, et un certain nombre de pays commencent à le faire, mais si on continue au-delà de 2100, ces valeurs sont beaucoup plus élevées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Question suivante. Alors, donc je vous ai dit, les océans absorbent 30% du CO2 anthropique. L'acidité des océans, et je crois que Jean Zouzel l'a dit tout à l'heure aussi, a augmenté de 30%. Ce phénomène continue de s'amplifier et va avoir des impacts sur, par exemple, les huîtres, les moules, et finalement la chaîne alimentaire marine suivante. Vous voyez ici d'ailleurs, je ne vais pas entrer en détail, mais ici vous voyez l'augmentation du CO2. Nous sommes aujourd'hui à 400. Nous avons passé le seuil symbolique de 400. Nous étions, il y a un siècle, à peu près en dessous de 300. Donc le CO2 est à peu près ici. Nous quittons la zone verte pour arriver dans la zone jaune qui devient dangereuse. Nous ne sommes pas encore à la zone rouge, heureusement. Et vous avez là, en fonction de l'augmentation de CO2 et donc de l'acidité qui est représentée sur cette échelle, vous avez un certain nombre d'impacts qui se produisent. Et en particulier, enfin bon, vous voyez, donc je vous parlais des huîtres qui sont ici. Il y a donc tout un tas de modifications qui vont se produire dans l'océan si nous continuons à émettre du CO2. Et là, je fais une petite parenthèse, parce que certains disent, mais on pourrait résoudre le problème en injectant dans l'atmosphère des particules et en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui de l'ingénierie climatique, en disant, si on met des particules dans l'atmosphère, on va compenser. Les particules, si on les met dans la stratosphère, c'est comme quand il y a un volcan, une éruption volcanique, ça va réfléchir vers l'espace une partie
de la radiation solaire, et donc ça va nous refroidir. Eh bien, continuons à émettre du CO2, mais injectons des particules, et nous n'aurons pas notre réchauffement climatique. Alors c'est vrai, probablement, mais ça ne va absolument pas résoudre le problème de l'acidification des océans, puisque le CO2 sera là, et inévitablement, nous allons détruire progressivement la chaîne alimentaire dans l'océan, ce qui est évidemment une catastrophe. Et donc le geoengineering, comme on dit, ou l'ingénierie climatique, peut apparaître comme une solution attractive, mais c'est aussi une solution partielle et dangereuse. Et tant qu'on ne retire pas le CO2 de l'atmosphère, nous aurons des ennuis de manière inéluctable. Alors, je vous parlais de la stabilité accrue de l'océan dans un système climatique réchauffé. Et ça va conduire évidemment à une diminution en oxygène des eaux marines et côtières. Ça se produit déjà et ça va continuer. On va arriver aussi à ce qu'on appelle une eutrophication des eaux, c'est-à-dire davantage de nutriments dans les eaux côtières en particulier. Ça, c'est surtout lié à l'utilisation, par exemple, des engrais par les agriculteurs qui sont à proximité des régions côtières. Et finalement, on tue, je dirais, pratiquement la vie marine par manque d'oxygène. Et c'est évidemment un problème important dont on parle peu, mais le contenu en oxygène de l'océan est quelque chose qu'il faut maintenir. Et le réchauffement climatique va aller à l'encontre de ce besoin et de cette nécessité. Alors, disons un mot sur l'Arctique. La fonte de la banquise induite par le changement climatique attire un certain nombre de personnes parce que ça ouvre l'accès pour la marine commerciale, pour la marine touristique, dans ces régions polaires. Et aujourd'hui, vous pouvez faire des croisières passant par le Canada. Ça coûte très cher. Vous êtes un des privilégiés à passer entre les glaces. Mais donc, il y a des nouvelles opportunités de développement économique qui apparaissent très attractives. Il y a des enjeux importants. On parle non plus de la ruée vers l'or ou vers l'ouest des États-Unis, mais maintenant, c'est la ruée vers le nord ou la ruée vers le froid, avec évidemment des coûts financiers, environnementaux et sociaux qui seront très élevés. Et là, évidemment, il y a des risques importants. On pourrait en parler longtemps, mais c'est une transformation qui se produit et qui est évidemment liée essentiellement au changement climatique. Voilà d'ailleurs ici quelques dessins qui vous montrent la variation de la quantité de glace arctique mesurée en fonction de l'année. C'est donc une variation annuelle. Le minimum est en septembre, c'est là que les bateaux commencent à passer. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est dans les années 80 à 2010 et puis de 2012 à 2018, cliché suivant, on voit qu'il y a une diminution importante du volume des glaces et des surfaces de glace sur les mers qui se produit aujourd'hui. C'est encore bien un signal du réchauffement climatique que nous vivons. Suivante. Voilà éventuellement le passage ouest ou le passage est. Les touristes vont plutôt à travers le Canada et les bateaux de marchandises qui vont au Japon d'Europe passent le long de la Sibérie. Donc ces passages vont devenir de manière importante et vont aussi évidemment conduire à la construction de ports et donc d'activités économiques. Notamment, il y a des grandes richesses en énergie dans ces régions. Et donc, on va véritablement modifier, si on n'y prête pas attention, ces zones qui, avec le changement climatique, se transforment, et ce qui pose évidemment aussi un problème sur la biodiversité, sur la vie marine, sur la vie terrestre dans ces régions, et tout simplement aussi sur la vie des gens qui habitent là, car il y a des gens dans ces régions qui ont une longue tradition, qui habitent là et qui tout à coup vont se retrouver dans une société économiquement, comment dirais-je, agressive, auxquelles ils ne sont pas habitués. Cliché suivant. Voilà d'ailleurs les deux routes qui existent entre Rotterdam et Tokyo d'une part,
entre New York et Tokyo d'autre part. Et vous voyez les kilomètres. Dans un cas, on parle ici de 21 000 kilomètres. Si l'on passe par le passage nord-est, on est à 13 000 kilomètres. Si on va de New York à Tokyo, vous voyez qu'on a aussi une route très raccourcie. Et donc, les compagnies maritimes sont très intéressées par ce processus, mais ceux qui s'intéressent à l'environnement sont par contre très inquiets. Cliché suivant. Alors, un mot sur la biodiversité qui, bon, d'abord, l'océan comporte un nombre important d'espèces. Vous entendrez d'autres parler des pertes de biodiversité dans l'océan, des modifications de la productivité des écosystèmes marins et donc impact sur la pêche. Aujourd'hui, la répartition géographique des poissons et la dynamique des écosystèmes pourraient subir de profondes perturbations et en particulier compromettant la sécurité alimentaire. Et donc ça, c'est un problème très important qui doit faire l'objet de réflexion et aussi, je suis sûr, de discussions dans les jours à venir. En particulier, disons un mot sur les coraux. Les récifs coralliers recouvrent une petite partie de la surface des océans, mais abritent un tiers de toutes les espèces. C'est pour ça que c'est important. Il y a donc une espèce de symbiose entre le corail et les micro-algues qui sont d'ailleurs à l'origine de certaines bioconstructions de la planète. Et donc, si l'on s'en prend au corail, les choses vont changer. L'élévation d'1 degré au-delà d'une valeur seuil suffit à provoquer le blanchissement de vastes populations de corail, pouvant conduire à la disparition d'un récif, que l'on observe déjà aujourd'hui, puisque 20% des récifs ont déjà disparu, 25% sont en danger et 25% supplémentaires seront menacés d'ici l'an 2050. C'est donc un problème sérieux. Et voilà ici d'ailleurs, pour illustrer, voilà ici un corail en 2014. Il y a une petite augmentation de température, nous sommes en février 2015, et puis le corail est mort une année après. Les choses vont très vite, et c'est évidemment un problème important dont on parle trop peu, à mon avis, mais dont je suis sûr vous entendrez parler aujourd'hui. Alors, je vais conclure en disant qu'en réalité, nous avons, nous, humains, êtres humains, et responsables politiques en particulier, qui nous représentent, nous avons une responsabilité très importante sur les réponses à apporter. Alors, passons au cliché suivant. Je vais vous montrer en réalité, par un dessin un peu symbolique, où nous nous trouvons. Nous allons aller à l'arrière, là-bas, aujourd'hui, si vous voulez, où, enfin, il y a... Vous voyez ici, ce sont en réalité un graphique qui vous montre la stabilité d'un système. Donc la Terre est là, aujourd'hui, et elle a souvent balancé entre une période glaciaire, où il faisait froid, oui, c'est bleu, étant dans cette zone de stabilité, puis de temps en temps, elle sort de sa période glaciaire pour être dans une situation qui est un autre point d'équilibre. Il y a des états climatiques différents. On peut se trouver dans une zone glaciaire, comme le plus souvent, mais de temps en temps, on est dans cette zone interglaciaire. Depuis 10 000 ans, c'est là que nous nous trouvons, et c'est là que nous avons ce climat clément. Nous allons alors évoluer en fonction du temps, en venant par ici. Nous ne pensons pas que nous allons retomber dans une zone glaciaire très rapidement, ça arrivera peut-être un jour, mais en réalité, en augmentant le CO2 et les gaz à effet de serre, nous risquons d'aller dans une autre zone d'équilibre, qui est ce qu'on appelle ici Hot House Earth, donc la terre chaude, la terre qui est dans un état de température élevée. Et la question aujourd'hui est de savoir, nous sommes aujourd'hui ici, dans une zone qui est en augmentation de température, voulons-nous retourner vers une zone stable, qui est acceptable, qui est à peu près celle que nous connaissons, ou au contraire, nous voulons-nous aller les choses aller, tomber dans une zone où nous dépassons des seuils qui vont en particulier conduire à une dégradation de la biosphère et tomber par des rétroactions qui vont accélérer le système
dans une zone d'équilibre profonde qui seront une zone où l'on est dans une terre différente, dans un autre état climatique, mais un état que l'homme aura créé et où nous aurons mis la Terre dans une zone stable. Alors ça, c'est tout le problème de l'Anthropocène. Alors vous voyez, aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes montés là. Ça, c'était simplement pour vous montrer les oscillations du passé entre zones glaciaires et non glaciaires. On oscille entre les deux. Et puis, ici, il y a des cascades qui se produisent, que vous ne voyez pas là. Je ne vous en ai pas trop parlé, mais il y a des choses qui se passent. L'Amazone peut disparaître. Les zones, comment dirais-je, qui sont de manière permanente, qui sont glaciaires, perdent la propriété d'être en dessous de 0 degré et donc relâchent un certain nombre de carbone et se modifient profondément. Des courants océaniques peuvent changer. Il y a toute une série de points de rupture qui peuvent arriver à l'intérieur du système et qui pourraient nous conduire dans une zone extrêmement peu hospitalière pour l'homme. Et donc, il est très important que nous reconduisions, je dirais, notre Terre vers un système stable. Donc, si nous tombons dans cette zone qu'on appelle en anglais « hot house », la température de la plus grande partie des régions tropicales et subtropicales sera trop élevée pour y maintenir la présence des êtres humains. Avec les changements de température et de précipitation, plusieurs grandes régions agricoles deviendront improductives. L'augmentation du niveau des mers qui atteindra 20 à 40 mètres dans plusieurs milliers d'années supprimera les villes côtières, des zones agricoles et une partie de notre infrastructure. Et les gens qui regardent ces problèmes nous disent qu'il ne sera plus possible à la Terre d'accueillir les 7 milliards d'habitants que nous avons aujourd'hui, mais tout au plus 1 milliard d'habitants pourront survivre sur la Terre. Donc un changement très profond de la morphologie de notre planète. Alors que faut-il faire? Il faut évidemment réduire le CO2. Et voilà aujourd'hui ce qui est nécessaire de faire si nous voulons maintenir la Terre dans la zone habitable, la zone que nous souhaitons, où la température n'augmentera pas davantage que 2 degrés. Et donc, voilà ici, vous voyez les émissions de CO2 depuis 1990 qui ont augmenté. Nous sommes aujourd'hui en 2019, ce graphique est un peu ancien. La première idée, c'était, ben voilà, si on diminue le CO2 à partir de 2016, ou bien 2020, ou bien 2025, au plus tard on s'y prend, au plus rapidement il faudra aller, au plus difficile il sera de réduire le CO2. Mais vous voyez qu'on doit aller vers des émissions qui sont égales à zéro ou quasiment zéro vers, je dirais, 2040, peut-être 2050, si nous voulons éviter de dépasser les 2 degrés, qui sont la décision politique qui a été prise à Paris en 2015. C'est un travail ou une initiative ou je dirais, une aventure qui est extrêmement rapide, extrêmement brutale, et on peut se poser la question de savoir si on y arrivera. Ceux qui font ce genre de graphique nous disent aussi qu'il faudra probablement, à un moment donné, introduire ce qu'on appelle des émissions de CO2 négatives, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des moyens de soustraire de l'atmosphère une quantité importante de CO2, et les technologies aujourd'hui ne le permettent pas, en tout cas à grande échelle. Mais donc, si nous allons par exemple sur la courbe jaune, vous voyez que les émissions vont devoir diminuer de manière abrupte, et ça demande une transformation fondamentale de notre système d'énergie et donc finalement de la société. Et c'est évidemment un grand challenge que nous avons devant nous, mais la science est la science. Les données sont les données. Si vous voulez rester en dessous de 2 degrés, voilà ce que vous devez faire. Et ça nécessite bien plus que des discours, ça nécessite une mise en œuvre rapide, importante et brutale. Et y aura-t-il une acceptation de la société? Nous avons vu que quand on augmente un petit peu le prix du diesel, le pays se révolte, mais si vous voulez faire ça, vous allez voir ce que vous allez voir, hein, ça ne va pas être simple. Donc, mais c'est la réalité des chiffres et nous devons vous les communiquer, puis c'est aux hommes politiques à voir ce qu'ils veulent faire. En réalité, plus fondamentalement,
Ce que nous allons devoir faire, c'est revoir notre économie et notre système économique pour rester dans ce qu'on appelle la zone verte ici. On parle ici de donuts graphic en anglais. Le donut, c'est ce pain avec un trou au milieu. Et vous voyez ici les problèmes environnementaux que nous devons résoudre, le changement climatique, le changement de l'agriculture, la perte de biodiversité, la diminution de l'ozone, la pollution chimique, l'acidification de l'océan, les cycles du phosphore et de l'azote, l'utilisation de l'eau. Nous allons avoir des seuils, des points de rupture que nous ne pouvons pas transgresser. Nous allons devoir rester en deçà des endroits où l'on change fondamentalement les paramètres associés à l'environnement. Et d'un autre côté, notre économie va devoir aussi prendre en considération d'autres aspects, comme par exemple les revenus, l'éducation, les jobs, enfin l'emploi, l'énergie, l'équité sociale, l'équité des genres, les problèmes de santé. Et donc finalement, il s'agit de définir une économie qui nous maintient à l'intérieur de cette zone qui est une zone, je dirais, pas de confort, mais une zone qui est acceptable, de justice essentiellement, et dans laquelle on peut se développer. Et donc, une approche nouvelle de l'économie, une approche systématique qui tient compte de la complexité dynamique du problème. Je vous ai montré que c'était un problème compliqué, il faut en tenir compte. Une économie avec une équité qui est distributive dans sa conception même et pas simplement où l'équité est une correction de l'économie de marché, tenir compte de la biosphère et aussi dans sa conception faire en sorte que cette biosphère puisse être régénérative parce que la biosphère est véritablement donne le service d'écosystème qui permet à l'économie de se développer. Il faut donc rester dans cette zone qui est sûre et juste pour l'humanité. Ça, c'est pour moi, c'est le grand challenge, le grand défi du XXIe siècle. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai tenté de vous montrer que tous les problèmes étaient très fortement liés, que le problème de l'océan n'est qu'une partie d'un problème plus large du climat, que le problème du climat doit tenir compte évidemment de tous ces problèmes dont je vous ai parlé, mais que l'on ne peut pas dissocier les problèmes, je dirais, physiques, biologiques, des problèmes sociaux, économiques et politiques. Et donc, aujourd'hui, si l'on parle de nouvelles générations, de ceux qui s'intéressent à ces problèmes, ce seront essentiellement des gens qui ont une approche transdisciplinaire, multidisciplinaire, que sais-je, qui vont regarder le problème sur toutes ses faces et, nous l'espérons, nous resterons dans la zone sûre, celle qui nous permettra de vivre le mieux possible dans le futur. Merci. Merci Guy.